Bien, donc bienvenue à tous sur la chaîne des arts martiaux français. Nous continuons notre enquête sur la rapière. Donc nous avons vu dans notre premier volet que pour les Espagnols, le mot rapière en leur temps ne veut rien dire. Même espada ropera, ça ne veut pas dire grand chose. Pour des Espagnols, le mot ropera ne veut rien dire non plus. On a des mots qui correspondent beaucoup mieux, notamment comme espada ou tison. Donc ça, ce sont des mots réels. Mais le terme espada ropera, c'est pas un terme réel, c'est du spectacle. Donc à l'avenir, si vous pouvez éviter d'utiliser ces termes, ce sera mieux pour vous, parce que ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, je vous propose d'aller vers la piste italienne. Puisque, souvenez-vous, dans l'article Wikipédia, premier élément que nous avions vu, il y avait une histoire de Spada d'Alato. Voilà, Spada d'Alato. On va aller voir sur Wikipédia. Bon, déjà, on revient sur l'article premier sur la rapière et la partie historique. Ça, c'est un article qu'on a déjà vu. Donc, on nous dit que les Espagnols développent tout ça. Bon, ça, c'est pipo, voilà. Et maintenant, on arrive un peu sur le côté italien. L'arme fut importée en Italie à la fin du XVe siècle, mais pas son maniement. Ok. Alors, à partir des systèmes de combat médiévaux de Dei Liberi et Vadi, des maîtres d'armes italiens de Bologne, tels que Antonio Manciolino et Achille Marozzo, donc en 1531 et 1536, retenez bien les dates, développèrent à leur tour une nouvelle école d'escrime. En 1553, l'architecte Agrippa rédigea à son tour, avec une grande modernité, son premier ouvrage consacré à l'escrime, Il Trattato di Scienza d'Arme, con un dialogo di filosofia. Je parle bien italien, vous avez vu. Il est l'un des premiers à parler des 4 gardes, prime, seconde, tierce et quarte, en comparaison des nombreuses, plus de 10 gardes de l'escrime bolognaise. Donc, pour rappel, il nous vient d'où, monsieur Agrippa? On ne sait pas trop. On ira faire des enquêtes, on ira voir un petit peu de quoi ça parle tout ça. Pour mieux protéger la main, qui par manque de fer ne peut être gantée, ils ménagèrent sur la nouvelle épée un ricasso, un espace entre la lame et la poignée, autour duquel vont se placer ce qu'on appellera le padane, des anneaux destinés à protéger l'index, dont la nouveauté consiste à placer ce dernier au-dessus du quillon avant, pour une meilleure prise d'arme. Enfin, il complète la garde par une branche de garde partant de la base du quillon avant et rejoignant le pommeau, destiné à protéger les 3 autres doigts de la main maintenant la fusée poignée. La lame, bien que plus fine que ses devancières médiévales, reste plus large que celle dont seront équipées la majorité des rapières et est d'ailleurs le plus souvent de section hexagonale. Cette spada d'Alato, nom donné à l'arme en Italie, alors lisez bien, gardons bien ça en tête, s'exporta dans une partie de l'Europe durant le XVIe siècle, en France sous le règne de Charles IX, qui verra la création de l'Académie des maîtres d'armes en 1567, et perdurera jusqu'à environ la fin de ce siècle. Blablabla, blablabla. Je vous laisserai continuer à lire l'article si ça vous intéresse. Bon, déjà, on va revenir à quelque chose. Les épées à padane en France, elles existent, mais c'est une mode qui apparaît sous Louis XV, et avant, il n'y en a pas. Tout simplement parce que mettre le doigt devant la garde, c'est con. Et en France, ça se fait pas, donc déjà, on peut pas dire qu'il y a eu une importation de l'épée italienne en France, c'est pas vrai. Tout simplement parce que le principe de mettre le doigt sur les quillons n'existe pas en France. Je n'en ai pas trouvé en France. Pas trouvé d'épée ou même de gravure qui montre les Français mettre les doigts devant les quillons pour manier leurs armes. Alors effectivement, sous Louis XV, on a des mini padames qui sont très peu utilisables. Il faudra avoir des doigts d'enfant. Ils ne sont pas utilisables. Par contre, on peut s'en servir pour avoir des poussées, pour
pouvoir pousser dessus. Enfin, avec la main, en plaçant la main comme il faut, on peut s'en servir. Mais bien évidemment, les doigts sont tout à fait bien protégés par ce qu'on appelle des pontas. Donc ce sont des plaques de métal à l'avant. Donc on n'a jamais le doigt en contact avec la lame. On est toujours sur la garde. Et les doigts ne sont pas en danger. Donc déjà, l'article est faux en disant que c'était importé sous Charles IX. Puisque non, ce type d'épée, ça ne se retrouve pas en France. En France, il y a des épées, ça nous le verrons au fur et à mesure, mais clairement pas des épées à l'italienne. Donc là, on voit le terme spada d'Alato, donc c'est le nom donné à l'arme en Italie. Eh bien, allons voir l'article spada d'Alato. Spada d'Alato, ou épée de côté en français, est le nom que prend en Italie l'épée civile, couramment utilisée au XVe et XVIe siècle et qui effectue la transition entre l'épée médiévale à une main et la rapière. Donc, l'arme possède des appendices supplémentaires au niveau de la garde, comme le padane et parfois un anneau supplémentaire pour protéger le ricasso. Ces protections permettent de pallier le manque de gantelets, comme ceux typiquement utilisés par les militaires. Cependant, la lame reste destinée principalement à la taille, contrairement à la rapière, que l'on considère comme spécialisée pour les stocks. Alors déjà, on sait plus trop. On nous dit que dans l'article de la rapière, la spada d'Alato, c'est juste le nom que l'on donne en Italie, et sur l'article spada d'Alato, on nous dit que c'est pas pareil. Il semblerait que déjà, il y ait un schisme, une dissension parmi les auteurs. Ça voudrait dire que peut-être eux-mêmes ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais on ne sait pas, on va continuer. Le nom dériverait de l'habitude des civils de porter leur épée à leur flanc. Alors, communément, je veux dire, pour porter une épée sans qu'elle soit embêtante, depuis l'histoire de l'humanité en Europe, j'ai remarqué que tout le monde porte le truc à la ceinture, qu'il soit civil ou militaire. Cette remarque, je sais pas, c'est la palissade, c'est le mot on pourrait dire, c'est la palissade. Ouais, pour porter une épée, c'est bien sûr que c'est plus pratique de la porter à la taille. On va pas la porter sur la tête, dans le dos, c'est très compliqué à s'en servir. On est un peu, c'est un système très particulier qui a été prouvé historiquement, mais qui est très particulier. Ou alors, je sais pas, c'est tellement con en fait que je suis désolé pour le terme, mais tout le monde porte son épée au flanc. Même les Gaulois. Est-ce que les Gaulois ont été influencés par les Italiens? Je sais pas. En espagnol, on utilise le terme espada ropera. Bon, ben non, on sait que ça veut rien dire et on sait que c'est stupide de lui dire. Littéralement, épée de vêtements. Ou ropa désignait les vêtements. Oui, mais ropa n'est pas ropera. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui parle espagnol très couramment, et je lui ai demandé, espada ropera, qu'est-ce que ça veut dire ropera? Il m'a dit, mais ropera ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Ropa, ropero, ça peut exister. Ropero c'est un garde-vêtements, on va dire c'est un meuble, mais ropera n'existe pas. De l'espagnol dérive le mot rapière en français, alors ça c'est faux aussi, il n'y a aucun lien entre rapière et ropera, c'est des conneries. Et rapière en anglais et en allemand. Et terme qui désigne tout autant la spada d'Alato décrite ici que l'arme du XVIIe siècle qui en dérive, elle-même connue en italien sous le nom de spada d'Alato Astricia ou tout simplement Astrizia. On va aller chercher, on cherchera tout ça, on va prendre le temps tranquillement. Alors, pour le terme rapière en anglais et en allemand, il y a des choses, ça c'est clair, j'ai trouvé, chaque chose, ça viendra en son temps. Mais pour le français, la rapière, non, il y a une autre piste. De fait, la spada d'Alato n'est qu'un terme de conservateur de musée. Ah! Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Enfin, même dans l'article même, on nous explique que la spada d'Alato, c'est le nom que prend en Italie l'épée civile. Et puis 2 articles après, on nous dit que c'est le terme de conservateur du musée, appliqué a posteriori sur l'arme qui fut le précurseur. C'est-à-dire qu'on utilise un terme qui n'a pas lieu en son temps. C'est un néologisme. Si je crois bien que c'est ça le terme. Et le contemporain de la rapière. On trouve bien des références à l'expression spada d'Alato dans le terme d'Angelo Vigiani, mais elle se réfère à l'épée que l'on porte à son flanc en toute généralité. Mais oui, mais parce que tout le monde porte une épée au flanc quand tu te déplaces. Si tu l'as dans la main, ça veut dire que tu veux te battre et alors t'as les gardes, ils tombent sur la gueule, quoi.
Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'original. Tout le monde porte l'épée au flanc dans son fourreau, dans son porte-épée pour se déplacer. Et surtout pas avoir les mains dessus et avoir la lame dehors, quoi. Faut quand même avoir un gros problème de compréhension de la vie humaine, quand même. Hein. Les contemporains de l'arme utilisaient parfois le terme de rapière pour qualifier une épée qu'on appellerait aujourd'hui une spada d'Alato. Alors ça, je veux qu'on me le prouve, hein, parce qu'actuellement, j'ai pas trouvé. Et on va aller chercher ensemble sur Gallica. Tel est le cas de Joachim Meyer dans son traité de 1570, ce qui augmente la confusion. Oui, mais Joachim Meyer n'est pas italien, Joachim Meyer est un Suisse. Et on est sur autre chose. On n'est pas sur le même, on n'est pas sur la même population, on n'est pas sur la même langue, on n'est pas sur la même culture. Selon la période historique ou les besoins de leurs possesseurs, les épées sont de taille et de forme très variables, de sorte qu'il n'existe pas de norme pour définir l'épée. Ok. Donc en fait, dire spada d'Alato, ça veut juste simplement dire une épée. Spada d'Alato est un néologisme qui ne veut rien dire, un terme historique, c'est pas le terme. Et une fois de plus, on s'aperçoit que les articles Wikipédia, malheureusement, sont le reflet de ceux qui les écrivent, c'est-à-dire que ceux qui les écrivent, ils marquent un peu n'importe quoi. Ils écrivent un petit peu du mythe. Et alors peut-être ils écrivent de toute bonne foi, hein, mais de toute bonne foi, ils écrivent des bêtises. Donc méfiez-vous de ces... on est vraiment dans la mystification de termes. Spada d'Alato ne veut rien dire, c'est pas le vrai mot. Il faudrait dire spada. Ou même si on devrait traduire en français, on devrait dire épée à l'italienne. Puisqu'en France, l'épée à l'italienne n'a pas cours. Et que cette forme, ou du moins ce style artistique, correspond plutôt à la zone de la péninsule italique. Parce que là aussi, il faut bien rappeler quelque chose, hein. Le royaume d'Italie n'existe qu'à partir du 17 mars 1861, grâce à Napoléon III, un Français. Avant ça, on ne peut pas parler d'unité italienne, on ne peut pas parler de royaume italien, donc on ne peut pas parler au nom d'une vision italienne. Faut pas oublier, la péninsule italique, c'est une myriade de petits royaumes, de cités-États. Vous avez le napolitain, vous avez le milanais, vous avez la Bologne, enfin la ville de Bologne, vous avez Venise, vous avez Florence, vous avez Rome. Donc tout ça, ces gens sont tous indépendants les uns par rapport aux autres. Donc il n'y a pas d'unité italienne. Donc il va falloir essayer de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Il n'y a pas d'unité italienne, on ne peut pas parler, en parlant des Bolonais, on ne peut pas parler des Italiens en général. Quand on parle de Bologne, on parle de Bologne. Quand on parle de Florence, on parle de Florence. Et ainsi de suite. Bien, tout ça, quand même, ça nous donne quelques pistes. Et on va aller sur Gallica. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que va nous dire Gallica. Déjà, on va faire une recherche avancée pour pouvoir utiliser plusieurs termes dans la recherche. Et on va chercher les termes spada, lato, avec 5 mots d'écart. Alors, on trouve des petites choses. On va essayer de trier par date d'édition croissante. Et nous avons donc des sources italiennes qui ressortent. Alors, nous avons un premier texte qui apparaît avec le terme spada dal lato. On va essayer de voir en traduction, parce que moi je parle pas italien couramment. Hein. Ok, là nous avons une description de soldats. Les fantassins portaient des corsets, donc des cuirasses sûrement, des morions, avec des poignards, l'épée levée de la main droite et l'autre vers la droite. L'épée du côté gauche était beaucoup plus longue que le poignard qui ne passait pas dans la paume. Donc là on est sur une description de soldats et comment ils sont armés. Alors il faudrait apprendre et lire l'italien. Voilà, j'ai pas trop le temps pour ça. On va voir le deuxième lien, enfin la deuxième occurrence qui nous parle de spada al lato. On va voir si... Alors, ils portaient des chaussures bordées, tenant l'épée du côté gauche, et pour les défendre, ils tenaient avec leur bras gauche un grand bouclier recouvert de cuir entouré de fer. Alors, dans lato, il semblerait qu'on est plus du côté de parler de gauche, en fait. C'est amusant, ça. En tout cas, c'est l'effet d'avoir l'épée sur le côté. Effectivement. Et il semblerait même qu'il y ait une notion de côté droite ou gauche, même. Et on va voir le troisième passage qui en parle. Alors, glacieri à cheval qui étaient légèrement armés, portaient derrière leurs épaules une tourelle pleine de flèches, donc un carquois, un arc comme un turc dans la main gauche,
avec la flèche dans la droite, prête à tirer. Un arc dans la main gauche et la flèche à droite. Si une épée pendait au côté gauche, pour que tous tombent, il porte une arme cachée. Ok. Donc il y a quand même une notion, le fait que l'atto voudrait dire plutôt gauche que droite. Donc l'épée à gauche. Alors c'est sûrement, le terme de spada dall'atto vient sûrement d'une de ces sources, pour expliquer un peu comment étaient portées les armes, mais il n'y a rien qui explique. Ça ne veut pas dire que c'est leur nom, c'est juste une description de comment est placée l'arme durant la description. Ah ben là on a une autre source ben là, qui date quand même 2 siècles plus tard, quasiment 2 siècles plus tard. Commandement de l'exercice de l'infanterie en français et italien tiré de l'ordonnance du 6 mai 1755. Eh bien nous allons voir de suite de quoi cela nous parle. Mot de commandement de l'exercice des évolutions de l'infanterie tiré de l'ordonnance. Alors... Passer le fusil du côté de l'épée. Passate il fucile dal lato della spada. Donc on est vraiment sur le fait de spada dal lato. C'est juste une description de où est l'épée au moment T de la description. C'est pas un nom d'épée. Le nom de l'épée c'est spada en fait. Il n'y a pas besoin de dire lato, parce qu'on le sait. Et l'autre lien... Donc c'est 2 fois en fait le même ordre, après ce que je comprends, fusil dal lato della spada. On va passer le fusil du côté de l'épée. Et l'épée est plutôt portée à gauche pour pouvoir dégainer à droite, avec la main droite. Donc oui, c'est... À l'ouest, rien de nouveau, je vous dirais. Il n'y a rien de fabuleux. Dans tous les cas, il n'y a pas de description réelle. De dire, ça s'appelle une épée de côté. Ça s'appelle, oui, parce qu'elle est toujours de côté. Soit elle est du côté gauche, soit elle est du côté droit. On la porte à gauche. On la tient avec la main droite. Bon, hormis ces 2 sources qui sont assez anciennes, bon, après peut-être il faudrait chercher sur d'autres moteurs de recherche. Ça prendrait des plombes. Le terme spada dal lato, vraiment durant son époque d'utilisation, pour le moment on n'a qu'une source. Et la source elle nous explique juste comment les soldats tiennent leurs armes. C'est pas une description qui nous dit tenez l'épée de... Enfin, ils avaient des épées de côté. Ils portaient les épées et elles étaient à gauche ou à droite. Donc il n'y a rien de fabuleux là-dedans en fait. Porter une épée de côté, c'est normal. Donc déjà on peut commencer à parler du fait que spada dal lato n'est pas un terme valable. C'est un terme qui ne veut rien dire en termes historiques. Donc il ne faut pas l'utiliser. Maintenant, on va continuer un petit peu les recherches et on va essayer de savoir si le mot rapière était utilisé par les Italiens. Puisque Joachim Meyer semble utiliser ce mot, et j'ai pu le lire, mais Joachim Meyer est un Suisse. Il n'est pas allemand, ce sujet. Il est de Bâle. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, et je vous emmène avec moi. On va essayer de trouver un dictionnaire franco-italien. On va garder le dictionnaire franco-latin de côté. Par contre, on va refaire une recherche un peu mieux en utilisant des termes différents. Tout simplement parce que ce sera plus rapide. Ok. Là, on a trouvé un dictionnaire italien et français, mais de 1663. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Alors, dictionnaire italien et français, contenant les recherches de tous les mots italiens, expliqués en français avec plusieurs proverbes et phrases pour l'intelligence de l'une et l'autre langue. C'est parfait, c'est exactement ce que nous voulons. On va commencer par spada. Spada veut dire épée. Spada trata, tout de bon à bon escient. C'est aussi ce que le français dit aux épées et aux couteaux, et l'épée nue à la main. Spada romana, une certaine longueur d'épée, ou remoulin au cheval. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Spada de ginocco, fleuret à faire des arbres. Ah, déjà il y a le spade da ginocco. Là on a un terme par contre, c'est le fleuret. Et c'est intéressant parce que le terme italien ne correspond pas à la racine française. Et ça peut être intéressant pour une enquête plus tardive. Mais, déjà on peut voir que le terme spada et épée, bon, ils sont liés.
On va donc chercher maintenant à rapière. Là, on a plusieurs mots. On va commencer par celui page 171. Alors, page 171. On a effectivement le terme rapière qui apparaît, une épée, oui, mais le mot italien n'a rien à voir avec spada. Ça s'appelle une draghinesa. Draghinesa ou draghinesia. Ouais, on le voit écrit sur le côté à gauche. Là. Draghinesia. Là, par contre, on a le mot rapière qui apparaît. Alors, draghinesia, moi, je vous avoue, j'ai cherché. J'ai déjà fait ces recherches un petit peu avant. Mais je n'ai trouvé nulle part ce mot italien. Alors, c'est peut-être un terme correspondant soit à du napolitain, soit à du vénitien, soit à du florentin, soit du romain. En tout cas, c'est un mot italien, certes, mais de quelle partie de l'Italie, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un terme avec draghi? Je ne sais pas non plus. Donc là, on a quand même quelque chose qui nous montre que le mot rapière en 1663 ouais, je crois, c'est ça, qui est sorti. Hein. Voilà. Le mot rapière en France existe, on sait que c'est une épée, mais il est affublé en italien d'un autre mot qui ne ressort jamais dans aucune utilisation, c'est le mot draghinesia. Donc, pourquoi pas, mais déjà ça c'est quand même assez étonnant. Ensuite, alors on va retaper rapière parce que j'ai perdu la recherche, voilà. Page 510, une Stricisia, selon aucun une rapière. Nous disons une grande queue de pointe par raillerie. Encore un autre terme qui n'a rien à voir avec spada. Page 536. Non, là c'est un problème de Gallica qui confond des mots. Donc dans tous les cas, on a deux termes qui apparaissent, Stricisia là, et Draghinesia, qui ne correspondent absolument pas au terme spada d'Alato, et encore moins au terme spada. N'empêche, ça pourrait ouvrir des pistes intéressantes pour les spécialistes de l'italien, donc pourquoi pas un jour voir si vous êtes spécialiste de l'italien, contactez-moi, on pourrait faire une enquête là-dessus sur ce mot Draghinesia. Mais je pense que celui-là est assez... c'est celui qui ressort le mieux, quoi. Et je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Donc c'est peut-être un dialecte vraiment spécifique d'une zone de l'Italie. Maintenant on va un peu dans le dictionnaire français-latin. Et on va taper le mot rapière. Parce que quand même, l'italien et le français ont quand même pour racine un petit peu le latin. Alors on a le mot rapere qui sort, certes. Mais il n'y a pas le mot rapière. Donc le terme rapière ne vient pas du latin. Actuellement. On peut chercher sous d'autres orthographes. Hein. Pour le moment, la piste latine n'est pas la meilleure, mais vous saurez que j'ai découvert autre chose, et ça, ce sera à suivre dans une prochaine vidéo. Bon. En fait, c'est évident. L'enquête, je pourrais terminer la vidéo maintenant, en fait. Ce serait très facile. Pourquoi? Parce que le mot rapière n'est pas italien. Il ne veut rien dire en italien. Il ne veut rien dire pour les Italiens. Ce terme ne vient pas d'Italie. Vous voulez parler d'une épée, vous dites spada. Vous voulez parler d'une épée à l'italienne, vous dites une épée à l'italienne. Une épée bolognaise, une épée florentine, une épée napolitaine. Mais la rapière ne veut rien dire. Utiliser le terme rapière, pour moi, je suis désolé, mais oui, c'est une forfaiture. Hein. Parce que ça ne se raccroche actuellement. Pour moi, il n'y a aucune preuve. De tout ce que j'ai pu chercher, de tout ce que j'ai pu discuter avec des gens, il n'y a rien qui ramène le mot rapière à l'Italie. Donc, ce serait bien de ne plus l'employer. Mais je pense que ça va être très compliqué, et je ne pense pas que je changerai les choses à moi tout seul. Bon, maintenant, il va y avoir la question du fait que on nous explique que ce sont les Italiens qui ont appris aux Français à utiliser l'épée quand les Français sont allés en Italie. Ok. Pourquoi pas, hein. Bon, déjà, les guerres d'Italie, les guerres de la péninsule italique, je connais très très peu. Et cette enquête m'a permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Et on s'aperçoit
que là aussi il y a un petit peu de mystification. Il y a du grand n'importe quoi dans le sens où on ne prend pas en compte le contexte géopolitique du moment. Et on arrive à des conclusions assez délirantes, alors que l'effet sur la carte, la géopolitique, montre tout le contraire. Alors là, on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui va tenter d'expliquer les guerres d'Italie. Et l'article Wikipédia n'est pas si mal, il est assez accessible, il va permettre de comprendre certaines choses. Allez, c'est parti. Les guerres d'Italie sont une suite de 11 conflits menés par les souverains français en Italie à partir du XVe siècle et au cours du XVIe siècle pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leur droit héréditaire sur le royaume de Naples, le duché de Milan. Ok, donc déjà de base, les Français ne vont pas en Italie par hasard, ils y vont parce qu'il y a une raison politique. Ils considèrent que ça leur revient de droit. Par un jeu complexe d'alliances et de contre-alliances, reposant en partie sur des liens de parenté et au prix d'efforts financiers considérables et de nombreuses campagnes militaires, les grandes puissances européennes s'affrontèrent sur le champ de bataille italien, marqué par des batailles de rencontres et des batailles rangées célèbres, mais aussi sur d'autres territoires. Ouais, alors ça va vraiment être en fait le gros bordel dans toute l'Europe de l'Ouest. Et on s'aperçoit aussi qu'il n'y aura pas que les Français sur la péninsule italique, il y aura aussi donc l'ancien empire romain germanique et les Espagnols. Ces conflits voient s'opérer une mutation importante dans l'art de faire la guerre. Sur le plan culturel, ces guerres contribuent à la diffusion du modèle italien de la Renaissance dans l'ensemble de l'Europe. Effectivement, ça contribue à la diffusion d'un modèle italien, mais la Renaissance ne vient pas de l'Italie. Ça aussi, c'est une mystification. On pourra en parler plus précisément avec Superfab, qui connaît, je trouve, plutôt bien le sujet, et qui pourra peut-être mieux nous faire comprendre qu'il y a vraiment une mystification sur la Renaissance italienne. Donc, je pense que c'est surtout que, vu que tout le monde s'est retrouvé sur le sol italien, ils ont vu des trucs qu'ils ne connaissaient pas, qui leur ont plu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient rien faire chez eux. Les Français savaient faire des choses chez eux, mais ils savaient les faire à la française, les Allemands à l'allemande et les Espagnols à l'espagnol. Ils sont arrivés en Italie, ils ont vu des trucs qu'ils ne connaissaient pas, ils disent peut-être ce serait pas mal, on va en ramener, et si on peut, on ramène des architectes et des artistes chez nous pour pouvoir un peu apporter un peu de cette culture italienne que, bon, effectivement, on s'est essuyé nos pieds sur leur gueule et on a violé leurs femmes pendant 60 ans, mais artistiquement, ils ont des choses assez sympas. Alors, après, il y a une histoire de cartes. Les cartes, il faut comprendre les cartes. On va raccourcir un petit peu. Merde. Voilà. Donc, là, on a une petite carte de la péninsule italique. On a donc la Savoie, Milan, Venise, Mantoue, Modène, Florence, Bologne, avec les États pontificaux. Alors, on s'aperçoit que Bologne fait partie des États pontificaux, et le royaume de Naples. Et vous voyez bien, donc, du coup, à la gauche de la Savoie, c'est la France. Donc, pour aller à Milan, c'est assez facile. Par contre, pour aller au royaume de Naples, il faut traverser une bonne partie. Il faut traverser la majorité des États italiens. Dont Bologne. Bologne est sur la route, quoi, à peu de choses près. Elle est sur le passage. Donc, effectivement, ça va ferrailler à ce niveau-là, et on va savoir comment. Alors, le royaume de Naples est revendiqué par la maison d'Anjou, maison cadette des Capétiens, depuis que Jeanne Ier de Naples a adopté Louis Ier d'Anjou en 1389. C'est un contentieux qui date depuis un moment, lui faisant hériter de sa couronne à sa mort en 1382, et que Jeanne II de Naples a réitéré ses droits en faisant hériter René Ier d'Anjou, petit-fils de Louis Ier d'Anjou en 1435. Ça continue. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais pu prendre le contrôle effectif de Naples, car, la première fois, une branche cousine de Jeanne Ier a récupéré Naples, et la seconde fois, en 1442, l'Aragon avait le roi Alphonse V en prend le contrôle. Les Espagnols font chier. La maison d'Anjou essaie alors sans relâche d'en reprendre possession, et blablabli, et blablabla, jusqu'arrive Charles le VIIIe. Il doit faire d'importantes recherches dans les archives pour prouver le bien fondé de ses prétentions, d'autant plus que la maison d'Anjou a perdu ses possessions napolitaines en 1442. Ce legs comprend aussi le royaume de Jérusalem qui est occupé par les Mamelouks jusqu'en 1517. 3 traités assurent à la France la neutralité des partis concurrents. Neutralité de l'Angleterre,
celle de l'Espagne, où ben là on s'aperçoit que le Roussillon et la Cerdagne c'était français avant 1494, c'était pas espagnol, ni catalan. Et enfin celle de l'empereur Maximilien par le traité de Senlis. C'est par ces derniers accords, Charles VIII renonce à la Franche-Comté, et avec laquelle il rompt dès lors les fiançailles. 1486, certains barons du royaume de Naples, restés fidèles aux Angevins, se révoltent, vaincus, se réfugient en France. Les monarques français essayent alors de faire valoir leurs droits pendant près de 60 ans. Alors il y a des trucs qu'il faut prendre en compte. À partir du moment où le roi considère que Naples, ça lui revient de droit, on peut être en mesure de penser que pour eux, maintenant, Naples, c'est français. Et le Milanais aussi. Donc, peut-être que le fait de faire venir des Napolitains et des Milanais en France, c'est tout à fait logique dans le sens où ils sont considérés comme sujets français et pas comme sujets étrangers. Je sais pas, moi je pose la question, il faudrait avoir des spécialistes de la mentalité de l'époque, mais ça pourrait être crédible. Charles VIII est en outre incité à se rendre en Italie par Ludovic le Mort, tuteur du duc de Milan. Ludovic le Mort est inquiet de la rupture possible de l'équilibre en Italie. L'alliance formée dès 1467 par Florence, Milan et Naples pour lutter contre la puissance vénitienne bat de l'aile et Pierre l'Infortuné, le successeur de Laurent le Magnifique, se rapproche du royaume de Naples. Bon, là ils se chauffent tous, là ça se chauffe, et c'est parti, on commence, 1494, c'est parti, on lance la guerre éclair. Il s'agit de se rendre de maître du royaume de Naples, puis d'entreprendre une croisade contre l'Empire ottoman de Bajazet II afin de reconquérir Jérusalem. Sacrée ambition militaire quand même. L'armée française a l'entrée en Italie en septembre 94. Allié au duché de Milan, Charles VIII, parti de Lyon, arrive à Grenoble et franchit le col de Montgenèvre le 2 septembre 94. Là, ils sont chauds. L'armée française pénètre en Italie et est composée de la garde rapprochée du roi, formée de 200 cavaliers, cavalerie de 1600 lances, 12 000 fantassins, dont 6 000 Suisses et 3 000 Gascons, et surtout une artillerie de 70 pièces légères et maniables. Alors, il faut bien reprendre dans le contexte, tous ces gens, de toutes ces personnes, tous savent très mal manier l'épée, puisqu'ils l'apprendront avec les Italiens. C'est les Italiens qui vont apprendre aux Français à manier l'épée. Ils savent faire tout le reste, mais l'épée, ils savent pas, d'accord ? Succès initiaux, les Français avancent rapidement et atteignent la ville d'Asti le 9 septembre. Alors regardons sur la carte. C'est le dessous des cartes. Tac. Alors, Asti, on est ici. Donc nous on est parti à la gauche, dans la partie rose là. Hop, Asti, c'est le petit coin bleu. Parallèlement à Rapallo, près de Gênes, les troupes franco-milanaises commandées par Louis d'Orléans, appuyées par la marine française, mettent en déroute une armée de 5000 Aragonais fraîchement débarqués dans le port de Gênes. Victime de la petite vérole, Charles VIII ne peut pénétrer dans Gênes avant le 6 octobre. Donc Gênes est un peu plus au sud et à droite d'Asti. Bon, ça se passe bien. L'armée française continue alors en direction de Naples, le 20 octobre. Ils sont partis en septembre. Les Français prennent Mordano en Romagne et y massacrent civils et soldats. Le 26, c'est le bourg de Fivisano qui subit le même sort. Les Italiens sont terrorisés. Et après négociation, Florence est prise sans combat, le 17 novembre. Charles VIII est accueilli par le dominicain Savonarola, maître de la ville, qui le salue comme l'envoyé de Dieu. Rien de moins. Donc, Mordano, Romagne et Florence. Donc Florence est ici, alors Mordano et les petites villes doivent être au milieu là, elles ne sont pas marquées sur la carte. En tout cas c'est pas loin de Bologne, mais nous y reviendrons plus tard. Puis, début 1495, c'est quand même, alors ils sont partis en septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois ils sont arrivés à Rome. Les Français, une fois dans la ville éternelle, pillent, massacrent. Et le pape, Alexandre VI, est contraint d'accepter le serment d'obédience au roi. Donc ça y est, Rome est française, le temps de la campagne, donc il y a quand même une sacrée course. On n'est pas loin de Naples, du moins des frontières du royaume de Naples. À la mi-février, donc 2 mois plus tard,
Alphonse II abdique et Ferdinand II lui succède. Ce dernier doit fuir devant l'arrivée des troupes françaises. Des nobles italiens, nostalgiques de la période angevine et convaincus de la justesse des prétentions de Charles VIII, se rallient avec lui et leurs hommes d'armes, et agissent en condottiere. Ils se contentent de la solde du roi. L'occupation militaire de Naples est l'occasion pour de nombreux soldats de contracter alors un mal inconnu, la syphilis. Bravo. L'arrogance de l'occupant français provoque l'hostilité de la population. Un petit peu... enfin, quand même, les Napolitains de l'époque sont quand même assez peu ouverts d'esprit à la migration, aux migrants. Et les migrants français avaient besoin d'hospitalité. Les Napolitains la refusent. C'est quand même des sacrés racistes, ces Napolitains. Et en plus, une alliance anti-française se constitue dans le nord à l'instigation de Venise. Charles VIII décide de quitter Naples le 20 mai avec le gros de son armée. Et il laisse une garnison. Alors le match retour se passe pas trop bien, hein, c'est clair. Si ça a l'air de bien se passer, voilà. Louis d'Orléans, bien qu'il ait reçu l'ordre de ne pas attaquer le duc de Milan, ne peut résister à l'envie de s'emparer de Novare qui lui fut donnée par trahison. Il y entre le 11 juin 1995 et y est très bien reçu par les habitants. La dépression nerveuse de Ludovic, l'ambiguïté des alliés et le manque d'argent pour la solde des troupes semblèrent d'abord renverser la situation en faveur du duc d'Orléans. Mais l'intervention rapide de la duchesse Béatrice d'Este, qui avait repris le gouvernement du duché et relancé le siège de Novare, rétablit l'ordre, mettant un terme à l'entreprise d'Orléans. Le retour vers la France de Charles VIII s'effectue dans des conditions difficiles, le roi ayant quitté Naples avec une armée diminuée. Il n'a plus que 9000 hommes avec lui, fait traverser à grand-peine les Apennins à son artillerie et arrive près de Fornoux. Rattrapé par l'armée coalisée forte de 35 000 hommes et commandée par le marquis de Mantoue, Charles VIII est obligé d'accepter le combat. Le 6 juillet se déroule la bataille de Fornoux où les Français, malgré leur infériorité numérique, remportent une victoire leur permettant de poursuivre leur retraite. Donc quand même, malgré tout ça, alors, malgré le fait que les Français ne sachent pas manier l'épée, ils arrivent quand même à mettre une branlée aux Italiens qui sont quand même presque 3 fois supérieurs en nombre. Comme quoi ne pas savoir manier l'épée n'est pas forcément un handicap si vous savez manier le reste. L'armée arrive à Asti dans un état de délabrement certain. Je me doute que les gars n'étaient pas en forme. Ça continue, blablabla, je vous laisserai finir de lire l'article. Et en fait, ces guerres-là, ça va durer pendant 60 ans. Et pendant 60 ans, on va avoir littéralement des Français, des Allemands et des Espagnols en train de se bourriner la gueule sur le... Pendant 60 ans, c'est simple, l'Italie sera le terrain de bataille des armées européennes, des puissances européennes. Et on veut me faire croire que ce sont les Italiens qui vont apprendre à manier l'épée à l'Europe. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, en fait. Parce que, techniquement, on s'inspire pas des méthodes de combat de type qui se font lessiver la gueule régulièrement pendant 60 ans. J'y crois pas du tout. En fait, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, en fait. Mais bon. Par rapport à Bologne, puisque c'est de là que tout commence, je l'avais lu, je sais plus où. Ah voilà, et maintenant on revient à Bologne. Par rapport à Bologne, donc c'est durant la 4e guerre d'Italie avec Louis XII. Ça fait quand même un petit moment là. Donc on avait commencé en 1494, là on est en 1511. On est presque 20 ans après. Eh bien, Louis XII prend Bologne et convoque un concile à Pise, destiné à destituer le pape. Jules II riposte par sa bulle Sacro Sanctae, convoquant un concile latran en excommuniant les membres du concile de Pise. C'est une guerre de pape. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que en 1511, les Français sont à Bologne et ils occupent Bologne militairement. Revenons à ce qu'on nous dit sur les maîtres italiens.
maître d'armes italien, le premier, écrit par Manciolino, qui est vraiment... On est autre chose. On n'est pas sur Fjord, on est sur autre chose. 1531, 20 ans après la présence française en Italie, en Bologne, les Italiens sortent un maniement de l'épée et c'est eux qui vont nous apprendre à manier l'épée. 1536, encore presque 25 ans après, vous trouvez pas qu'au niveau des dates, il y a quelque chose qui est bizarre? 1511, les Français occupent Bologne militairement pendant un temps donné. Ce temps va durer un bon moment puisque ça va se friter quand même. Ça va se friter un moment et les Français vont tourner autour un petit moment. Et 20 ans plus tard, les Italiens sortent un maniement de l'épée. Pourquoi pas, hein? Mais peut-être que les Français savaient manier l'épée avant d'arriver, avant la sortie des traités italiens, dans ce cas-là. Je sais pas, hein, on peut poser la question. Puis même, maniement d'épée. Il va falloir qu'on développe un peu plus le sujet, puisque j'ai regardé ces traités italiens. C'est pas des traités militaires. C'est clairement, c'est un art d'agrément, c'est de l'épée pour noble, puisque les figures, hein, soit les bonhommes sont à poil, soit ils sont en tenue civile, donc on n'est pas sur un art militaire. Autrement dit, je dirais même que ce que montrent les traités, au niveau, et même, je pourrais même dire des fois en général, au niveau du maniement de l'épée, on est sur un art qui est à la limite de l'obsolète au niveau militaire. Ça ne s'adresse pas à la plèbe, ça s'adresse vraiment à une catégorie de personnes. Ça s'adresse à la noblesse, ça s'adresse aux gens qui ont le droit de porter l'épée. Et c'est pas les militaires. Puisque les militaires ont des armes bien plus utiles que l'épée en elle-même. Ils auront des armes à deux mains de type partisan, pertuisane, ou lance, ou hallebarde, ou hachnob, ce que vous voulez, même des armes à feu. Mais ils n'utilisent pas leur épée principale. C'est pas l'arme principale, l'épée. Et j'ai eu l'occasion de lire, de feuilleter, du moins pour le moment, un livre sur la période 1630. Les soldats qui sont en gravure portent une épée, certes, mais à aucun moment ils ne parlent de comment la manier. C'est pas le sujet en fait. L'épée n'est pas l'arme principale du soldat en ce temps-là. Elle l'est plus. Parce qu'il y a vachement mieux. Surtout pour la troupe. Il y a vachement mieux. Quand vous êtes face à une arme d'ast, que vous avez qu'une épée, vous êtes quand même légèrement dans la merde. Et que si l'autre il sait bien s'en servir, vous êtes clairement dans la merde. Donc en fait, je vais en revenir. Je sais que ça va faire râler, mais cette histoire d'Italien, c'est du pipeau. C'est du pipeau tout simplement parce que, en fait, en vérité, c'est un effet de mode. C'est un effet de mode comme il y en aura des dizaines et des dizaines après lui, que ce soit sur le jiu-jitsu, que ce soit sur le MMA, que ce soit sur tout ça. Parce que même, on pourrait même dire qu'on est sur une forme d'escrime de sport un petit peu. Mais on est clairement pas sur un traité martial. Les traités italiens ne sont pas des traités martiaux. Ce sont des traités de maniement d'une arme d'agrément, d'un style à l'italienne, à la bolognaise, ou à ce que vous voulez, mais qui ne prendra pas souche en France. Ça c'est clair, net et évident en fait, puisque par la forme même des armes, en fait, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de passage. Même la forme des lames en elles-mêmes, c'est pas pareil. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Les Italiens ne nous ont pas appris à manier l'épée. Et en général, l'armée qui vient chez toi, c'est pas toi qui lui apprends comment se battre. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Je pense, moi en tout cas, je comprends les choses comme ça. Donc pour ma part, l'enquête italienne est maintenant close. La rapière n'est pas italienne. Le mot rapière n'est pas utilisé par les Italiens. Ça n'a pas de prise historique. Si vous voulez parler d'épée, déjà il ne faut pas dire d'épée italienne, puisque le royaume d'Italie n'existe pas. Mais il va falloir spécifiquement parler d'épée bolognaise, d'épée florentine, d'épée napolitaine.
Et ça oui, puisque chaque royaume a ses armées, a ses façons de se battre. Ce qu'on peut appeler rapière, on pourrait l'appeler épée à l'italienne ou épée à la bolognaise ou épée squelette, de la forme vu que ce sont des arceaux qui passent à droite et à gauche, on pourrait très bien appeler ça des épées squelettes. Ce serait joli aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais rapière, il n'y a rien de sérieux. Voilà, c'est pas sérieux, c'est pas historique, c'est pas scientifique. Donc malheureusement, le résultat de cette enquête, après, il suffit juste de lire un petit peu, de chercher, et puis on s'aperçoit que tout repose sur du on-dit, sur du flanc, et qu'il n'y a rien de scientifique encore une fois. Bien, maintenant que nous avons fait quand même le tour un petit peu des premiers mots, tout ça, on a vu un petit peu l'histoire des guerres d'Italie, et bien on va revenir un peu au tout début de la vidéo, vous vous souvenez, où on avait le mot Strizia qui apparaissait, et aussi le nom de Camille Agrippa, un gars donc, qui rédige à son tour une grande modernité, son premier ouvrage destiné à l'escrime, le traité de la science des armes. Bien, nous allons un peu pousser l'investigation là-dessus. Alors on va voir sur Strizia, je sais pas, je parle pas italien, de toute façon c'est réglé. Donc j'ai commencé déjà un petit peu à chercher. Donc effectivement le mot Strizia apparaît dans les sources sur Gallica, hein, donc j'ai cherché Strizia, voilà, vous voyez. Strizio aussi. Et donc j'ai pris la première phrase là où il y a Strizia qui apparaît. Que nous dit Google Traduction? Google Traduction ne comprend pas beaucoup ce qu'il traduit, ça n'a ni queue ni tête. Donc on va essayer de trouver quand même quelque chose. Là, c'est là. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors le problème, voilà, c'est toujours l'italien. Moi, je parle pas l'italien. Alors si on revient sur un dictionnaire qu'on avait vu tout à l'heure, hein, donc Strizia, selon aucun une rapière, nous disons une grande queue de poiste par raillerie. Par raillerie, donc déjà c'est pas un terme très honorable. Et Strizia aussi, on a encore une autre définition, hein, une bande de quelque étoffe, une glissade de serpent, une raie, une trace. Je pense que le terme Strizia a plus à voir au fait que c'est quelque chose de long et fin et droit. Mais au final, de tout ce que j'ai pu voir, Strizia, non, c'est pas là. C'est ici, voilà. Strizia, ça veut pas dire quelque chose. En fait, j'ai l'impression. Je sais plus où est-ce que c'était marqué. Ouais, Strizia ici. Enfin, moi j'ai rien trouvé là. Je cherchais à droite à gauche. Alors je suis allé même sur donc le Wiktionnaire. Wiktionnaire dit que c'est une bande ou une rapière. Donc en fait les gens répètent exactement ce qu'ils lisent, ce qu'ils ont lu, tu vois, mais ils vont pas chercher trop d'où ça vient. Enfin, pour moi le mot Strizia, ça peut évoquer quelque chose d'une bande de métal. Ça peut évoquer, mais ça ressort pas vraiment. C'est pas flagrant quoi. C'est pas aussi flagrant que Spada. Spada, on sait d'où ça vient, on sait tellement d'où ça vient que même j'ai trouvé une source qui s'appelle Les origines de la langue française, éditée en 1650. Et l'épée, il nous dit, ça vient de spata, qui est un mot gaulois. Diodore parlant des Gaulois, hein, et d'où les Italiens ont aussi fait le mot spada et les Espagnols espada. Donc, on est plutôt sur une histoire de racines communes, le SP. Donc spada, espada, espadon, espafu, ça existe aussi. D'où épée, épée. Voilà, y a rien, enfin au final, la seule chose qu'on s'aperçoit, c'est effectivement que ce soit les Français, les Espagnols et les Italiens, on a un berceau linguistique assez proche. Il n'est pas commun à 100%, mais il est assez proche entre l'occitan, le catalan, le castillan, les divers dialectes italiens. C'est normal en fait que tout ce mot, ça se ressemble un peu. En fait, il n'y a pas de mystère. Il suffit de voir qu'est-ce qui s'est passé plus tôt dans l'Antiquité, notamment entre les peuples
on va dire, affiliés aux Gaulois, aux Ibères, tous ces gens, ou ils se fritaient ou ils commerçaient, et avec les Italiens aussi, dont les Romains entre autres, puis tout ça là, puis quand l'armée romaine est arrivée et a colonisé la Narbonnaise, bon, il y a encore eu des échanges linguistiques, en fait il n'y a pas de mystère, le seul truc c'est qu'il y a des mots qui sont employés aujourd'hui qui veulent rien dire, et rapière en fait partie. Bon, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet est clos. La rapière, ça n'a rien d'italien, c'est pas espagnol. En français, vous verrez mon étude, il y a des choses, mais vous verrez qu'il y a de grosses surprises aussi. Et on va finir avec Agrippa, parce que on avait vu plus haut, je crois que c'était ici, non, c'est dans l'onglet rapière, on nous parle d'un certain Agrippa, Camillo Agrippa, qui rédigea donc son traité des armes. Et on va savoir déjà d'où vient ce monsieur Agrippa. Alors Camillo Agrippa est connu pour son essai sur la science des armes en 1553, dans lequel il évoque les principes qui sont les fondements de l'escrime influencés par la géométrie d'Euclide à la place de la multiplicité des pittoresques gardes médiévales. Il a introduit 4 gardes où l'épée est tenue devant le corps. C'est un peu logique. Agrippa a exprimé aussi une théorie du mouvement du combat où une action est un temps, selon la physique d'Aristote qui affirme le temps est le numéro du mouvement, et une conception circulaire du corps humain au sujet de l'architecture de Vitruve. En d'autres mots, il a transformé le style d'escrime prévalant jusqu'alors en Italie, l'escrime médiévale puis bolognaise, toutes deux de taille d'estoc, en un style plus simple privilégiant l'estoc. L'arme utilisée est la rapière, non c'est pas la rapière, mais on sait que ça n'existe pas, et son précurseur immédiat c'est la spada d'Alato qui est aussi une forfaiture, c'est juste une épée. Mais en fait, on s'aperçoit qu'Agrippa, il pose littéralement les bases de l'escrime à la française. Et ouais. De placer l'arme devant, le temps d'escrime, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans les traités de Philibert Latouche et tout. En fait, ce que dit Agrippa, au final, on pourrait très bien considérer Agrippa comme le père de l'escrime française. Mais on apprend que monsieur Agrippa est né à Milan. Souvenez-vous de ce que l'on a dit à propos des guerres d'Italie. Il est arrivé à Rome en 1535, où selon ses propres indications, il a discuté avec Michel-Ange et Antonio de Sangallo le Jeune du déménagement de l'obélisque du cirque. Bon, blablabla. Il a fait de la science militaire, de la géologie, il est mort à Rome vers 1595. Alors ce gars est né littéralement à l'époque où Milan est sous influence politique et militaire française. Ouais. Il est né durant la période d'influence forte de la France sur le Milanais. Et ça, c'est complètement passé sous silence. Et on va essayer de voir ce qui se passe en 1500, entre 1500 et 1535. On va reprendre la chronologie. Donc, 1500, alors on arrive à la deuxième guerre d'Italie. Hop. Les Français, donc deuxième guerre avec Louis XII. La guerre contre le duc de Milan. Les Français sont commandés par un condottiere de haut vol. Celui-ci se dirige vers Milan, tandis que Louis XII se dirige vers Gênes. Milan est attaqué en même temps que les Vénitiens. Ludovic le Mort est attaqué sur 2 fronts et sans l'aide valable de sa femme, il préfère se réfugier avec ses enfants dans le comté du Tyrol. Milan est occupé dès le 2 septembre 1499. Donc à partir de là, la France est a littéralement une emprise sur le Milanais. Et troisième guerre d'Italie, 1504, il n'y a rien qui dit que le Milanais est libéré de l'influence française. Dans le royaume de Naples, l'occupation des Français de certains territoires concédés entraîne un conflit avec Ferdinand II. Bon, ça continue. Voilà, est-ce que le Milanais va être libéré? Alors, Louis XII renonce au royaume de Naples au profit de Ferdinand II, tout en conservant ses droits sur le Milanais et Gênes. Autrement dit, les théories d'Agrippa pourraient très bien avoir été influencées par l'armée française, puisqu'il a vécu sous l'influence directe des Français. Ce serait intéressant, ça. Ça, c'est une théorie, c'est ma théorie. Mais elle tient plus la route en tant que théorie que faire croire que
parmi les royaumes italiens, des royaumes qui ont pris des branlées pendant 60 ans, ont réussi à expliquer aux autres pays européens qui leur foutaient des branlées depuis des années comment se battre à l'épée. Je sais pas. Moi, dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus logique en vérité. Alors là, après 1512, au lieu de marcher sur Rome, les troupes françaises perdent du temps en pillant Ravenne, bon, normal. Les troupes espagnoles et pontificales ont le temps de se ressaisir et les 18 000 soldats suisses arrivent en Lombardie. En 1512, les Français ont complètement évacué la Lombardie et Sforza est placé sur le trône ducal à Milan. Donc, au moins pendant 12 ans, la France gère Milan. Donc Louis XII a perdu l'Italie, mais 5e guerre d'Italie, François Ier revient dans la danse en vue de reprendre le duché de Milan. Eh oui. En fait, Milan est littéralement considérée comme française. Agrippa est français en vérité. Agrippa est un français. Dans la conception des Français de l'époque, Agrippa est français. Donc Agrippa a appris l'escrime française. Voilà ma théorie. Nous pourrons en discuter prochainement si vous le souhaitez en commentaire. Alors, si vous m'insultez, sachez que si vous dites des choses qui sont stupides, eh bien sachez que vos commentaires seront littéralement effacés. Par contre, si vous proposez des choses qui font avancer l'enquête ou même qui arrivent à prouver que ce que je dis est faux, mais moi il n'y a pas de problème, au contraire. À partir du moment où c'est sourcé et que c'est appuyé, moi il n'y a aucun problème. Et bien sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.